bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Leïla Slimani. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le quartier où vivent les héros de votre roman, qui vous a valu à 35 ans le prix Goncourt. Félicitations. Merci beaucoup. On est ici, Leïla Slimani, dans un ancien théâtre, la Scala de Paris, comme il y a la Scala de Milan. C'est un bâtiment incroyable qui est en train d'être entièrement rénové pour redevenir ce qu'il a été à l'origine, à savoir un théâtre. La Scala Théâtre ouvrira en 2018. Alors, Chanson douce part d'un fait divers. Lequel? Racontez-le. Alors, ce fait divers se passe en 2012 à New York. Une mère emmène sa petite fille à un cours de danse pendant que la nounou s'occupe des 2 autres enfants. Elle arrive dans l'appartement à la fin du cours de danse. L'appartement est plongé dans le noir. Elle s'étonne de l'absence de la nounou. Elle allume la lumière. Et là, dans la salle de bain, il y a la nounou qui a essayé de se suicider et les 2 enfants qui ont été assassinés. Et cette femme, d'origine dominicaine, travaillait chez eux depuis 3 ou 4 ans. Elle leur inspirait la plus grande confiance. Ils étaient allés plusieurs fois dans sa famille à elle en République dominicaine. Il l'a considérée comme un membre de la famille. Et plus tard, avec le procès que j'ai suivi aussi, tout ça, on découvre qu'effectivement des malentendus, plein d'incompréhensions s'étaient en réalité glissés dans cette relation sans que les parents leur accordent une importance démesurée. Et qu'est-ce qui vous a harponné dans ce fait divers? Ce qui m'a harponné, en fait, c'est que ce fait divers rencontrait des obsessions personnelles. Moi-même, j'ai grandi au Maroc, dans une maison où on avait du personnel, comme c'est encore souvent le cas dans la bourgeoisie marocaine. J'avais une nounou qui vivait à la maison, et très petite déjà, j'étais tout à fait consciente du chagrin, du côté presque tragique de la position de cette femme qui elle-même n'avait pas d'enfant, n'avait pas de mari, n'avait pas de vie à elle. Et le fait de trouver ce fait divers me permettait de faire le lien entre la société parisienne contemporaine dans laquelle je vis et ces sentiments que j'avais envie de décrire et qui me paraissaient être très romanesques. Est-ce que vous vous inscrivez à travers cet incroyable personnage qui est une nounou, parce qu'effectivement c'est un regard sur des mondes sociaux très différents. Est-ce que vous vous inscrivez dans une tradition bien présente de la littérature française, Journal d'une femme de chambre, il y a eu un certain nombre de livres sur cet univers-là. Vous avez lu et relu avant d'écrire? La figure du domestique, c'est une figure qui existe, mais depuis des siècles dans la littérature. Donc bien sûr, j'ai relu ça et même j'ai décidé de m'en imprégner, de m'en servir. C'est-à-dire que cette trame classique, elle devait être là à l'intérieur du roman pour dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, notre rapport à la domesticité dit de nous, dit de notre société, dit de la façon dont on fonctionne avec les autres. Et je trouvais ça effectivement très intéressant qu'il y ait des échos comme ça. Alors, il y a des échos des bonnes, il y a des échos de Journal d'une femme de chambre, qui est un très beau livre sur l'errance de cette femme qui a une vie très précaire, parce qu'elle est un peu comme Louise, la nounou de mon livre. La particularité de ces domestiques, c'est la précarité. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent d'une place à une autre, d'un maître à un autre. Et la violence, elle vient aussi de ça, d'une vie dans laquelle on n'a jamais véritablement d'assises. Est-ce que le statut des domestiques a tellement évolué? Est-ce que la brutalité qu'on peut lire dans les rapports sociaux dans un roman du 19e siècle est aujourd'hui nappée de bons sentiments et d'un véritable souci aussi du bien-être des domestiques? Mais est-ce que radicalement ça a changé d'après vous? Aujourd'hui, on a un contrat et on considère que finalement le rapport de domesticité est comme n'importe quel autre rapport. C'est un rapport contractuel. On a enlevé finalement ce rapport intime, personnel, familier qu'on pouvait avoir et qui pouvait être négatif comme positif. Je ne le juge pas. On met en place une frontière, on paye et donc il n'y a pas de rapport hiérarchique, entre guillemets. Mais tout ça est une vaste supercherie, parce qu'en réalité, c'est impossible, c'est totalement faux. Et puis, il y a le fait aussi, comme vous disiez, il y a ces bons sentiments, il y a le fait de ne pas vouloir regarder en face la différence sociale. Ce sont des bobos ou des archétypes de bobos, les employeurs dans mon roman, et ce sont des gens qui sont pour la mixité sociale, qui s'installent dans le 10e, dans un ancien quartier populaire, mais qui en même temps n'ont jamais vécu cette mixité sociale dans leur chair. Et d'un coup, cette étrangère, dans tous les sens du terme, va arriver avec sa misère, avec ses problèmes, et ils vont devoir mettre finalement en application les valeurs théoriques très positives qu'ils ont, et ils vont se rendre compte que c'est pas si facile une fois qu'on doit les appliquer. L'horreur a lieu tout de suite
Vous ne jouez pas avec le suspense, c'est abominable dès la première page. Pourquoi ce choix? Justement, parce que je voulais créer un autre sentiment que la fébrilité ou que l'attente chez le lecteur, c'était l'affolement, c'était l'inconfort. Parce que c'est aussi un roman sur la peur, et sur la peur primale qui est la peur de laisser ses enfants. Donc le lecteur, il a l'information principale et il est spectateur de ce drame, spectateur affolé, il a envie de prévenir les parents, il se sent passif et en même temps il est quand même enquêteur. C'est-à-dire qu'à un moment, il va commencer à s'intéresser aux moindres petits détails, aux petits indices qui commencent à montrer qu'il y a une dérive, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Une façon de ranger des vêtements, une façon de se comporter, une façon de claquer la porte qui dit en fait quelque chose d'un mal-être, d'un inconfort ou d'un danger. Vous ne jugez pas la nounou, pourquoi? Mais parce que je crois que c'est pas le travail du romancier de juger ses Ça, personnages. vous le laissez au lecteur, hein, Je le ce laisse au travail. lecteur et puis je le laisse, j'allais dire, à la justice. Après, il y a de très grands romanciers qui ont été dans des postures de jugement de leurs personnages et ça peut faire des choses magnifiques. Même Dostoïevski a souvent été dans une posture de jugement de ses personnages. Mais moi, c'est pas du tout ça mon propos. Moi, j'aime bien, comme je le disais, cette idée de déranger le lecteur, de le bousculer. Et on le bouscule beaucoup moins en lui donnant pas le confort du jugement, en lui donnant pas les clés, en lui disant pas, voilà, les salauds et les bons. En lui disant, regarde, ces gens te ressemblent et regarde ce que font ces gens qui te ressemblent et ces gens que tu pourrais connaître. Et le laisser finalement avec ça, décider qui est bon, qui est mauvais. Tahar Ben-Jelloun dit quelque chose d'incroyable sur vous en disant que vous n'aviez absolument pas choisi la facilité ni cédé au kitsch orientaliste. Je cite la phrase, elle n'a pas fait le roman maghrébin que l'on attend sur la situation de la femme, le couscous et tout le folklore. J'imagine que ça a dû à la fois vous faire rire et vous faire plaisir. Oui, bien sûr, bon, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis c'est totalement vrai, enfin moi je l'ai fait sciemment. Je suis arrivée en France un petit peu après le 11 septembre. Donc moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans une actualité dominée par l'islam, l'identité, le monde arabe, etc. Je suis épuisée de ça. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Je n'ai plus envie d'entendre quoi que ce soit là-dessus. Et moi, j'aime la fiction, j'aime les histoires, j'aime le cinéma américain, j'aime la littérature russe et j'aime cette idée qu'on peut être maghrébin et se saisir d'une histoire qui s'est passée à 3000 km et qu'on peut être aussi un transmetteur de l'universel et puis un conteur, tout simplement. Comment est née l'envie d'écrire des romans chez vous? À quel moment? Quelle frustration a été comblée par la fiction? J'ai toujours eu envie d'écrire des romans, mais j'en avais une vision quand j'étais adolescente très romantique et très irréaliste. C'est-à-dire j'avais envie d'écrire un roman. Bah bon, ça voulait rien dire de plus que ça. J'avais envie voilà, d'avoir des grandes passions. Je pensais qu'être romancier, c'était fumer de la drogue, voilà, être fou amoureux et puis se jeter du haut d'un pont. Voilà, c'était ça être romancier. Et j'oubliais la partie importante, voilà, mais j'oubliais la partie importante qui était d'écrire des romans. Et à chaque fois que j'essayais, j'arrivais à écrire le début et puis très rapidement, bon, je m'essoufflais, quoi. Donc vous avez échoué au début? J'ai échoué beaucoup, ouais, non, j'ai échoué beaucoup parce que j'avais pas le souffle et puis j'avais pas l'endurance et que je mesurais peut-être pas aussi la charge de travail et de solitude que ça représente. Et puis l'écriture de reportage, puisque j'ai été reporter pour Jeune Afrique, donc c'est le terrain, c'est l'écriture sur place, travailler sur des détails, c'est un travail d'observation. Ça a beaucoup aidé, je pense, mon écriture un petit peu à se délier, à me mettre dans cette position de spectatrice. Et après, c'est les hasards de la vie, c'est le fait qu'à un moment dans ma vie, je me suis retrouvée à être enfermée chez moi, à ne pas pouvoir sortir pour plein de raisons familiales, personnelles et tout. Et cette solitude a fait que voilà, bah, le roman, c'est écrit, je l'ai écrit, je ne sais pas, nous nous sommes écrits l'un l'autre. Vous avez un livre qui est écrit, m'avez-vous dit, mais qui va sortir aux éditions Les Arènes. Et là, on change de casquette, une enquête journalistique. Sexe et mensonges, c'est bien cela. De quoi parle cette enquête exactement? Alors ce livre est parti de la promotion que j'ai faite de mon premier roman qui s'appelait Dans le jardin de l'Ogre, qui était un livre sur une femme addicte sexuelle. Et en allant le présenter au Maroc, s'est passé un phénomène assez incroyable, c'est qu'à la sortie des présentations, des discussions, des conférences, des femmes venaient me voir et me raconter leur rapport à la sexualité, leur vie. Et en même temps, se passait au Maroc un certain nombre d'affaires de meurtre. Donc c'est le moment où est sorti Much Love de Nabil Ayouch. C'est le moment aussi où il y a eu toutes ces affaires liées aux homosexuels qui ont été frappés. Tout. Et la concordance des deux m'a donné envie
de raconter ce que c'est aujourd'hui d'avoir une sexualité dans un pays comme le Maroc, dans un pays où les relations sexuelles sont interdites hors mariage, où il y a une législation extrêmement dure, voire liberticide sur ces questions. Qu'est-ce que c'est que d'être schizophrène, puisqu'on utilise souvent ce mot au Maroc, c'est-à-dire l'idée de vivre certaines choses en public et d'autres en privé, et en quoi cette misère sexuelle, eh ben, elle génère aussi des choses sur le plan social, sur le plan économique, voire sur le plan politique. Quel citoyen on est dans un pays où on ne peut pas avoir une sexualité libre? Est-ce que ce qui a le plus d'avenir au Maroc, c'est pas le patriarcat? C'est pas ça le cœur du... Ah ça oui, je crois qu'il a encore il a de belles années devant lui. Il a de très très beaux jours devant lui. Ça se transmet de père en fils sans problème. Voilà, c'est ça, moi je crois que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, une grande partie du monde méditerranéen et musulman. Et c'est contre ça que moi j'essaye de lutter en disant que d'abord c'est une révolution culturelle qu'on doit faire. Parce que effectivement, bien sûr, il faut lutter contre les violences faites aux femmes, il faut lutter contre le harcèlement sexuel, il faut lutter contre l'avortement clandestin. Mais ça, on luttera contre ça à partir du moment où on aura infusé dans les esprits l'idée d'une égalité, l'idée que le corps de la femme y vaut quelque chose. Et ça, ce sont les mères, ce sont les pères, ce sont les enseignants, ce sont les écrivains, ce sont les journalistes qui doivent au jour le jour répéter ça, le marteler. Et malheureusement, ça n'est pas fait. Moi, souvent, je parle avec des mères au Maroc, des mères de famille, je leur dis, regardez vous-même comment vous éduquez votre garçon et votre fille. Vous faites déjà une telle différence dans la façon dont vous les éduquez, comment vous voulez que demain, votre fils ne répète pas les comportements que pourtant vous détestez chez son père. Donc c'est vraiment cette révolution culturelle qui doit être à l'œuvre. Vous avez déjà une idée des sujets, des envies qui pourraient devenir un nouveau roman? Vous savez déjà ou pas? J'ai une idée depuis un moment sur un sujet dont je pense qu'il est impossible à faire. Donc c'est bien parce que je n'arrive à écrire que quand je pense que c'est impossible à faire. Et un vrai roman, non pas noir mais rose, non pas angoissant mais heureux, enfin c'est tout aussi risqué que de faire... Vous n'y croyez pas? Bah, venant de moi, j'y crois pas. Je sais pas pourquoi. Un roman d'amour? Oh là là, un roman d'amour, je crois que c'est ce qu'il y a de plus chiant. Non, ce qu'il y a de plus dur, c'est très difficile. Ouais. Je pense qu'un très bon roman d'amour, c'est très difficile. Moi, j'aimerais écrire un Lolita. C'est pas impossible, hein? Non, c'est pas impossible. C'est très difficile. Un Lolita, un Belle du Seigneur, oui, ça c'est un immense roman d'amour. Il faudrait que je trouve la forme pour un grand roman d'amour, mais peut-être. On vous le souhaite. Merci Leïla Slimani. Et bravo encore, je vous serre la main. Il fait vraiment froid. Je vous remercie infiniment pour cet entretien. Et je vous souhaite donc d'écrire un roman d'amour un de ces jours. On le lira en tout cas avec plaisir. Merci encore.